Bonjour à toutes et tous. Je suis Antoine Effler, je suis le cofondateur d'Ardelis. J'accompagne depuis une vingtaine d'années des équipes marketing et communication en start-up, en scale-up, en grand groupe. J'ai passé 10 ans en agence et 7 ans auprès de fonds d'investissement. J'ai eu la chance de travailler 5 ans en Inde et une dizaine d'années en Scandinavie avant de revenir ici. Il y a un élément commun à toutes les équipes avec qui j'ai travaillé, c'est l'amour du clic. Ça permettait de montrer à nos managers qu'on travaillait, mais ça me permettait aussi de montrer que ce qu'on faisait, les sites, les campagnes fonctionnaient et que les gens interagissaient avec notre contenu. Et puis l'IA est arrivée et cette forêt de clics, cette symphonie de clics s'arrête, ou du moins devient de moins en moins importante. Et on voit aujourd'hui qu'il y a 60% des recherches, que ce soit sur Google, que ce soit sur les moteurs, des nouveaux moteurs de recherche IA, ces gens s'arrêtent à la réponse. Ils ne vont pas cliquer sur un lien, ils ne vont pas aller chercher plus d'informations, ils ne vont pas chercher à mettre en cause les informations et la réponse qu'on leur donne. Ce qui fait que la réponse dans les IA va devenir le hotspot, le territoire digital pour lequel vont se battre toutes les marques. Et c'est ça l'objet du Géo dont on va parler ce soir. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant et qu'on n'attend pas un peu plus tard pour en parler? D'abord parce que c'est une vague qui arrive, une vraie lame de fond et dans le changement des comportements des internautes. On voit qu'il y a presque la moitié des cadres et des jeunes qui utilisent l'IA régulièrement et que ce phénomène du zéro click search, donc s'arrêter à la réponse des IA, c'est 74% des utilisateurs fréquents de l'IA, et sur les 18-25 ans, on arrive à 80%, qui est un chiffre absolument énorme. Ces gens-là, ça va être vos clients, si ce n'est pas maintenant, mais dans un futur proche. On en parle aussi parce que quand on a un changement de comportement comme ça, c'est un risque pour certains, c'est des opportunités pour d'autres. Le risque, il est foncièrement sur les grosses entreprises aujourd'hui qui ont une infrastructure pré-IA, que ce soit dans l'architecture de leur site, que ce soit dans les contenus, que ce soit dans les équipes aussi. Et ça va leur demander un effort important, humain, et un effort de coût important. Et puis, on va en parler assez rapidement, mais il n'y a pas encore de paid search, en tout cas en Europe, sur l'IA. Et le paid search, donc les petites annonces que vous avez en haut sponsorisées sur Google, par exemple, c'était un raccourci. Si jamais le site ne montait pas dans les réponses de Google, ben, on avait la possibilité quand même de placer sa marque en haut. Pour l'instant, ça n'existe pas. Vous avez en face des challengers, des PME, qui ont un ADN IA natif. Ça veut dire quoi un ADN natif? Ça veut dire qu'ils sont des équipes qui sont habituées à utiliser l'IA, qui comprennent d'une façon assez instinctive comment fonctionne l'IA, quels sont les bons contenus et comment utiliser ces nouveaux outils. Et qui sont évidemment agiles dans la transformation. Et on peut assister à ce que j'ai appelé un hold-up sémantique, c'est-à-dire des grandes marques qui étaient leaders sur une thématique précise et qui peuvent se faire dépasser très rapidement par des petits players. Le paid, c'est en test aux États-Unis. Avant, quand quelque chose était testé aux États-Unis, il fallait un certain temps pour que ça arrive en Europe. Là, on se retrouve avec 4-5 grandes entreprises qui se battent pour le même espace et pour les mêmes audiences. Donc ça va arriver vite. L'élément un petit peu, il y a beaucoup de choses sur cette slide, et cette slide, je l'ai mise à jour quasiment tous les jours depuis que Denis m'a appelé, parce que ça change tous les jours. La particularité de Spade, c'est qu'elle est beaucoup plus intégrée qu'elle n'était dans Google. Dans Google, il y avait deux routes finalement. Il y avait la route de l'organique, donc du nom paid, et puis la partie paid qui répondait à des logiques un peu différentes. Ici,
La particularité du paid sur l'IA, c'est que les IA, les moteurs d'IA, vont vous montrer les produits sponsorisés en fonction de la réponse qu'ils apportent. Or, la réponse qu'ils apportent va dépendre de votre capacité en tant que marque à apparaître dans les réponses de l'IA. Le paid sur l'IA, pour le moment en tout cas, se divise en deux. Il y a une partie qui est assez classique, somme toute, que vous voyez sur la gauche là. C'est, et sur cet exemple, c'est des carousels, c'est des questions de follow-up, c'est des choses qu'on a vues assez classiquement dans le digital. Mais la deuxième partie du e-commerce, c'est à mon avis la partie très intéressante, c'est-à-dire que l'objectif des LLM aujourd'hui pour faire entrer de l'argent, c'est pas s'arrêter seulement à la publicité telle qu'on la connaissait avant, c'est-à-dire de l'awareness de marque, mais d'aller jusqu'à l'acquisition et d'aller jusqu'à la conversion. L'IA devient l'endroit où les utilisateurs sont complètement captifs d'une manière très volontaire, hein, du début du funnel de vente jusqu'à la fin. Ce qu'on fait dans le e-commerce, et c'est cette partie-là qui est importante pour Google, Google a fait un deal avec Shopify pour créer quelque chose qui s'appelle le UCP, le Universal Commerce Protocol, qui a en fait comme objectif de standardiser la manière dont on parle des produits, que ce soit dans leur description, que ce soit dans leur catégorie, que ce soit dans leur prix, que ce soit dans les systèmes d'offres, pour permettre en fait à tous les LLM d'aller rapidement exploiter votre base de données pour pouvoir sortir les produits parfaits à l'audience parfaite sous la réponse parfaite. Un peu l'objectif. Et c'est fait par Google, mais c'est universel, donc ouvert absolument à tous les LLM. Alors, on revient un petit peu sur le géo. Je vais revenir sur la description. Pour tous les tech d'ici, je ne suis pas tech, je suis plus marketing et communication. Donc, je vais simplifier beaucoup les choses. Le géo, c'est un véritable nouveau monde numérique. Moi, je travaille depuis 2002-2003 avec le marketing. On était en offline, on est passé en online. C'était une vraie révolution. Mais après, finalement, ça a été une évolution. On a rajouté des outils, on a rajouté des canaux, mais finalement sur le même système, finalement. Là, il y a des grosses différences. La première différence, c'est qu'on passe du mot-clé à l'utilisation du langage naturel. Et ça, c'est très important parce que ça complexifie tout. Les marques ne vont plus se positionner sur un mot-clé, 2 mots-clés ou 10 mots-clés, mais vont devoir prendre en compte tout ce qui fait le langage naturel. On va en parler un peu plus tard, mais le langage naturel, vous avez des signaux forts. Je pose une question avec des mots, et puis les signaux faibles, c'est comment est-ce que je vais m'exprimer? Et qu'est-ce que l'IA va me permettre comment est-ce que je vais m'exprimer? Comment est-ce que l'IA va pouvoir détecter ces signaux faibles pour pouvoir me répondre? Et ces signaux faibles, c'est deux éléments nouveaux pour l'IA qui sont le contexte et l'intention. On va beaucoup parler d'intention ici parce que c'est l'élément clé. L'élément clé qui va faire changer un marketing sec à un marketing de compréhension et un marketing quasi humain. L'intention, c'est grosso modo, est-ce que je vais être rassuré, est-ce que je vais être challengé, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est analytique, ou est-ce que je suis plus quelqu'un qui est rationnel, ou est-ce que je suis complètement irrationnel? Ça, c'est l'intention. Et l'intention, elle doit être captée par les marques pour pouvoir avoir une place sur l'IA. Le troisième élément, qui est probablement l'élément la plus importante, c'est l'intermédiation. Hier, sur Google, finalement, vous posez une question, vous avez des réponses, vous avez une liste de réponses, une liste de liens, vous allez cliquer sur les liens et puis vous faites votre idée. L'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller choisir ses sources d'une manière très précise, elle va mettre ses sources ensemble, elle va les mélanger et elle va vous ressortir la réponse qu'elle pense que vous attendez.
Et donc, vous avez entre votre message et vos audiences un filtre. Et l'idée va être de comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ce filtre et faire en sorte que ce filtre soit le moins filtrant possible pour permettre de porter votre message. Avec quoi on joue sur le géo? Encore une fois, très simplifié. Mais vous avez les prompts qui sont les questions de vos audiences. Ça passe dans une machine un peu opaque pour l'instant, l'algorithme, qui va aller chercher ces sources, deux types de sources. Owned, c'est les sources que vous contrôlez, c'est votre site internet, et earned, qui sont toutes les sources externes. Et puis après, ça fait des réponses. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on teste des questions, que ce soit le plus proche possible de ce que vos prospects ou clients posent. Vous allez cartographier les sources pour pouvoir les influencer, et puis après, vous allez mesurer pour voir si ça fonctionne. On est dans un espace qui est redevenu très expérimental. Il n'y a pas on ne comprend pas réellement comment fonctionnent les algorithmes, parce que les algorithmes s'auto-mettent à jour et évoluent par eux-mêmes. L'objectif du géo, là, grosso modo, c'est que votre marque, votre message, devienne le centre de vérité. L'IA, elle cherche ce qu'on appelle le consensus algorithmique, c'est-à-dire c'est le côté probabiliste de l'IA, quelle est la réponse la plus probable à la question. Eh bien, il faut que on choisisse quelqu'un qui va porter cette vérité, et cette vérité, ça doit être vous. Il y a beaucoup de termes, beaucoup de mots qui vont être très proches du SEO. On va reparler un tout petit peu du SEO tout à l'heure. Il y a beaucoup de différences, mais il y a aussi beaucoup de points communs. Alors, maintenant qu'on sait avec quoi on joue, comment est-ce qu'on peut influencer cette IA? Ça, c'est les trois leviers du géo. Le premier, c'est ses sources, on l'a vu. Il y a une statistique que je trouve toujours très impressionnante, qui est que 80% des sources utilisées ou citées par l'IA dans les réponses sont placées après la page 20 de Google. Donc on se retrouve avec un chamboulement assez important pour toutes les équipes communication et marketing qui avaient l'habitude d'avoir des sources, des sites ou des unités qui étaient identifiées comme étant des sources d'influence. Là, elles changent. Et on peut le comprendre assez facilement parce que si je pose une question en tant que patient, l'IA ne va pas me répondre de la même façon que si c'est un docteur qui pose la question. Parce que le toubib va connaître mieux son sujet et va avoir besoin de sources probablement beaucoup plus précises que moi. Donc, cartographier. Très important, c'est de cartographier, de comprendre quel est l'espace, comment l'espace de sources est occupé et quelles sources on veut influencer. J'avais fait un travail avec L'Oréal et on s'était rendu compte que sur un sujet très précis qui était les perturbateurs endocriniens, qui avait une petite entreprise à Paris, une petite boîte de conseil qui ressortait à chaque fois. Cette boîte n'avait pas fait d'efforts particuliers sur le géo, elle avait juste un site très bien avec du très bon contenu. C'était pas du tout sur le radar de L'Oréal. Voilà, ça c'est un exemple qui était assez frappant pour eux. Le deuxième, on en a parlé un petit peu, c'est le langage de l'IA. Donc l'IA, que ce soit en input dans les prompts ou en output dans les réponses, va utiliser le langage naturel. Le langage naturel, c'est au lieu d'avoir store terrasse, on va dire j'habite à Rennes et je veux un store pour ma terrasse. Et là, l'IA va voir quel est le contexte. Je suis à Rennes, donc du soleil toute l'année. Il faut quelque chose qui soit résistant au soleil, mais aussi va aller récupérer tout mon historique de discussion avec l'IA et va voir qu'en fait, moi, je suis très focalisé sur je sais pas, l'énergie renouvelable ou le côté d'avoir du matériel qui soit très écolo. Il va aller récupérer cette information et le donner et le remâcher dans son algorithme. Et donc la réponse va préempter finalement, va rajouter à ma question une couche invisible
invisible pour moi, mais qui va me permettre de récupérer d'avoir une réponse qui soit en ligne avec mes attentes et mes intentions. Donc ça veut dire que le contenu que vous créez à partir de maintenant, ou le contenu que vous avez, doit absolument inclure cette intention et ce contexte. Parce que plus votre contenu se rapproche des questions en tant qu'intention et que de contexte avec les questions, mais plus l'IA trouvera que votre contenu est source de vérité. Troisième levier, c'est l'exploitabilité du contenu. J'avais fait un site en utilisant un outil de no-code qui s'appelle Lovable. Et j'étais très content de mon site, il était très beau, etc. Et je me suis dit, je vais faire un petit test géo sur moi. Donc j'ai fait mon analyse sur ChatGPT, qui ne voyait rien sur mon site. Parce que le site a un système où il va aller chercher de l'information, le contenu sur une base de données pour le ramener d'une façon dynamique. Donc il était absolument invisible. S'il est invisible, il ne peut pas aller récupérer le contenu. Votre site, il doit être exploitable, il doit être structuré, le contenu doit être bien structuré. On se rapproche beaucoup du SEO là-dessus. Et d'ailleurs, on a toujours des questions de savoir, bon, maintenant qu'on parle du GEO, est-ce qu'on abandonne son SEO? Sûrement pas. Google est encore à 90%, même si c'est peut-être un petit peu... c'était en perte de vitesse avant la remontada de Gemini ces derniers mois. Et Google ne va pas du tout mettre au panier tout ce qu'il a appris depuis 20 ans. Donc le SEO est encore extrêmement important. Et le SEO, c'est de la bonne tenue de vos sites. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Après, sur les sites, c'est une histoire de comment est-ce que votre contenu va être organisé, comment est-ce que votre contenu va être exploitable par l'IA, et encore une fois, l'intégration de l'intention et du contexte. Votre site, il doit donc prendre en compte un nouveau persona, un méta-persona, qui est l'IA. Et ça, c'est important de le garder dans la gestion et la structuration de vos personas. Alors, est-ce que ça marche, le géo? On parlera tout à l'heure des KPI qu'on peut suivre. Le géo, c'est nouveau. Il y a eu des recherches académiques que vous voyez là, c'est Princeton qui l'a fait, donc ça fonctionne très bien. Il commence à y avoir des retours terrain d'entreprises, de retail ou de services. On a du mal aujourd'hui à trouver des cas d'usage sur le géo parce que ça prend du temps. Nous, on a commencé à le faire avec la plateforme Ardelis, où on a des pilotes en course, ça fonctionne. Mais il faut plus de temps pour voir à quel niveau ça fonctionne. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas aujourd'hui de cas d'usage extrêmement forts qu'il faut se dire on va attendre plus tard. On l'a vu un peu plus tôt dans la présentation. Maintenant, on arrive. Donc, on a vu pourquoi il fallait en parler maintenant. On a vu quelles étaient les spécificités du géo. On a vu quels étaient les leviers du géo. Et maintenant, on arrive à qu'est-ce qu'on fait maintenant dans nos organisations. J'ai dit tout à l'heure, l'IA a ça de particulier qu'elle va capturer l'ensemble de la chaîne de vos prospects et futurs clients. De la première rencontre avec votre marque, au choix des produits et à la fidélisation. Donc c'est important de repartir avec ce même mindset quand vous travaillez sur le géo. Le premier, c'est de déterminer, donc vous pouvez analyser et optimiser votre géo à un niveau groupe, si vous êtes dans un grand groupe, marque, dans les gammes et dans les produits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, et c'est très important, déterminer le périmètre intentionnel. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a créé la nôtre, qui prennent vos mots-clés SEO, ou prennent votre contenu, qui en sortent des questions, qui vont les tester, et puis après qui vont vous dire quoi changer dans votre contenu. Donc vous partez de ce que vous devez optimiser.
Donc, méthodologiquement parlant, ça ne peut pas fonctionner. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller reprendre votre ADN de marque et vos personas en y intégrant, encore une fois, je me répète, l'intention et le contexte. Alors, on n'est pas obligé de tout refaire, on peut établir des hypothèses en disant bah, ce type de persona-là, voilà quel grand type d'intention sur lequel on peut travailler, et puis après retravailler d'une manière de plus en plus fine. Et puis on va déterminer le territoire sémantique, c'est-à-dire quels sont les grands sujets sur lesquels vous voulez être présent dans les réponses. Après, on va faire une analyse du géo. Donc, on va aller encore une fois regarder les 3 leviers, les sources. Quelles sont les sources que l'IA utilise aujourd'hui? Comment est repris votre message et quel est le delta sémantique entre votre message et ce qui est donné par l'IA? Le delta sémantique, il peut être sur le vocabulaire, il peut être sur le ton, il peut être sur la manière de s'exprimer, sur la profondeur de votre message. Ces 2 éléments-là, ils peuvent être soit basés sur ce qui existe aujourd'hui, mais vous pouvez très bien, et c'est un exercice que je trouve génial à chaque fois, c'est de se dire, ben voilà, on a un nouveau marché, on a un nouveau produit, on veut tester pour voir où en sont nos concurrents, et voir si ce territoire sémantique est un océan bleu ou un océan rouge. Est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller? Une fois qu'on a fait cette analyse, il y a une stratégie d'optimisation entre les marques owned et entre le contenu owned et le contenu earned. Là, on va hiérarchiser les actions. On sait que bah, pour une grosse entreprise, on ne peut pas tout reconstruire d'un coup. Donc on va aller regarder ce qu'on appelle les low-hanging fruits, donc tout ce qui peut être changé rapidement et qui peut avoir de l'impact sans nécessiter un effort trop important. Et puis après, implémentation, avec une optimisation du contenu existant, une optimisation des sites, et puis aussi, en plus des tests que vous pouvez faire si vous élargissez vos audiences ou votre marché ou vos produits, se dire bah, à partir de maintenant, on va tester chaque contenu qui est créé pour qu'il soit aligné avec l'IA. Aujourd'hui, l'IA, il y a un certain nombre de territoires digitaux, comme les médias sociaux, qui sont encore assez fermés. Mais le jour où ça ouvre, vous allez vous retrouver avec un backlog de contenu énorme, parce que les marques produisent beaucoup de contenu, et tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que ce que vous disiez il y a 6 mois n'est plus du tout ce que vous voulez dire maintenant. Sauf qu'il va être exploitable par l'IA. Et là, ça va vous poser un véritable problème. Les KPI, aujourd'hui, ces KPI ils sont très qualitatifs. Et c'est assez problématique en tant que marketeur. Quand j'ai commencé à travailler avec le marketing et la communication, on avait des KPI qui étaient très internes au marketing. Personne ne comprenait rien, mais nous, on savait très bien, on savait à peu près où aller. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que dans les entreprises, eh ben, le marketing avait de moins en moins d'argent et de moins en moins de budget. Pourquoi? Parce que le reste de l'entreprise ne comprenait pas réellement la valeur ajoutée qu'on apportait au business. En 10 ans, les KPI ont changé. On a eu des KPI qui se sont développés en interface entre le marketing et les sales. Je prends trop de temps, vous savez. Et on a commencé à changer le marketing d'un centre de coût à un centre de retour sur investissement. Là, on se retrouve à un moment où le marketing et la communication va demander des budgets un petit peu supplémentaires pour le géo, mais avec des KPI qui sont de nouveau très internes. On va parler de visibilité de la marque, on va parler d'autorité des sources, on va parler de delta sémantique. Ça ne parle pas trop un CFO aujourd'hui, ça. Sauf que, encore une fois, à la vitesse à laquelle évolue l'IA et l'arrivée du paid, on va se retrouver très rapidement avec ces KPI qui sont hybrides, qui sont le taux d'attribution intentionnelle. Donc, par intention, quelle est la place de votre produit, de votre service sur l'IA?
et comment est-ce que l'IA va vous permettre de générer plus de revenus dans ces produits. Quel est le coût d'acquisition sur l'IA? Comment est le parcours d'IA? Est-ce que vous arrivez non seulement à faire passer votre message, mais à faire en sorte que le message est tellement efficace que finalement vous allez réussir à raccourcir le cycle de vente d'une façon importante. Et puis évidemment le revenu généré par l'IA. Ça arrive vite. Mais on est obligé, et c'est vraiment la particularité de l'IA encore une fois, d'avoir une hygiène et une efficacité dans les KPI qualitatifs pour que les KPI futurs, hybrides ou quantitatifs, fonctionnent correctement. Les équipes. Moi, j'ai travaillé avec des grandes entreprises qui sont assez paniquées parce qu'ils ne savent pas comment former les équipes. Ils ne savent pas comment former les équipes parce qu'il y a un nouvel outil par jour ou une nouvelle fonctionnalité et que ces fonctionnalités sont généralement assez tech. Donc on ne peut plus former les gens comme on les formait avant en disant bah, je vais t'apprendre ce que c'est que Facebook, je vais t'apprendre ce que c'est que les Google Ads. Il faut toujours, je crois, arriver avec ces 3 C, c'est-à-dire la culture. L'IA, même s'il y a des outils qui arrivent, c'est toujours la même culture. Il faut savoir que ben voilà, l'IA fonctionne avec des tokens, fonctionne de façon j'ai perdu le mot. Probabilistique. Merci beaucoup. Rien qui suive. Voilà, il faut comprendre quel est l'esprit et comment fonctionnent les LLM derrière. La connaissance. Il faut jouer avec les outils que vous avez. Il faut tester des choses. Et même si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il faut revenir à essayer autre chose et pousser je crois, les équipes à tester comme quand on fait avec des jeux et pousser les outils et voir si certains préfèrent Gemini à ChatGPT, à d'autres Claude. C'est très compliqué dans des grandes boîtes ou d'intégrer des outils d'IA. Eh ben, il y a des problématiques juridiques, des problématiques d'éthique, des problématiques financières. Mais il n'empêche que c'est la seule façon d'arriver à ce que vos équipes puissent intégrer l'IA à leur chaîne de valeur. Et puis il y a la curiosité. La curiosité, c'est de pousser les équipes à expérimenter et à se dire, eh ben, peut-être que cet endroit de mon travail peut être fait d'une manière hybride ou peut être complètement délégué à l'IA ou doit rester dans mon escarcelle et doit être complètement humain. Et c'est quelque chose d'important, c'est une conversation qui doit être, à mon avis, très ouverte et qui permet aussi de se dire, ben voilà, on est curieux parce qu'on comprend comment on travaille, on comprend que là, on a un problème, on passe un temps infini à faire une tâche qui est répétitive. Est-ce qu'on pourrait la faire avec l'IA? Je pense que c'est la question qui doit être posée. Est-ce qu'on peut se faire ça avec l'IA? Et toujours d'une manière la plus positive possible. Voilà. Est-ce que je ne sais pas si j'ai dépassé, si j'ai parfait, fait non, c'est très bien. On a... Ah, merci. Si vous avez des questions, pas trop techniques,